Hello les secondes 2, je m'excuse de ce petit démarrage raté, j'étais en train d'essayer de remettre en page mon document. Voilà, alors voici un petit peu le programme des festivités de la semaine à venir. Comme je vous l'ai dit en fin de dernière heure, et avec le poli que je vous ai donné juste avant que vous partiez, on va démarrer donc un nouveau chapitre cette fois-ci en histoire. On va revenir sur la Méditerranée. Donc vous voyez, hein, on est toujours dans le thème 1, le monde méditerranéen, empreinte antique et médiévale. Alors l'empreinte antique, on l'a fait avec Athènes et Rome. Maintenant, on va s'attaquer à la partie médiévale, à savoir donc le chapitre 2, la Méditerranée médiévale, un espace d'échange et de conflit à la croisée de trois civilisations. Alors, en introduction, hein, ce qu'on peut noter, que vous pouvez compléter donc, sur votre poli. Euh, Souvenez-vous, hein, on a vu donc l'empire, enfin tout au moins la thalassocratie, si vous vous souvenez de ce terme barbare de la cité d'Athènes, hein, qui avait dominé une partie de la Méditerranée, notamment la mer Égée, grâce à la Ligue de Délos, hein, souvenez-vous. On a vu ensuite Rome qui a implanté un empire tout autour de la Méditerranée, hein, sur toutes les rives de la Méditerranée. Cette Méditerranée, donc, elle était un petit peu unie au sein d'un même État, notamment donc, quand je parle de l'Empire romain, qui avait implanté, hein, souvenez-vous, par des cités hein, qui étaient vraiment modèles, hein, puisqu'il n'y avait pas d'équivalent à ce moment-là en qualité de vie que les cités romaines, hein, avec de grandes avenues, des places publiques, les forums, hein, les thermes, etc. Donc on avait vraiment des villes qui faisaient un petit peu rêver à l'époque. Hein. Donc en implantant ces villes qui elles-mêmes étaient, on va dire, très inspirées, voire copiées de Rome, hein, avec notamment des arènes, des amphithéâtres pour voilà, pouvoir des spectacles et notamment des massacres hein, aussi. On a vu des spectacles d'esclaves, de prisonniers qu'on jetait aussi aux fauves. Donc, ces villes qui étaient construites sur le modèle de Rome, elles implantaient en fait la culture, la civilisation romaine un peu partout où Rome arrivait à conquérir des territoires. Alors, à la fin de l'Empire romain, hein, quand cet empire se morcelle et se divise, on peut dire, notamment au début du Moyen Âge, que cet espace plus ou moins est partagé entre trois civilisations. Alors, des civilisations, hein, vous l'avez ici, hein, c'est, on va dire, un espace sur lequel les gens vivent avec des caractéristiques culturelles communes. Hein, au niveau, on avait parlé, je crois, des notions de territoire, de nation et d'État. Hein, une nation qui constitue une civilisation, c'est constitué de gens qui ont suffisamment de points communs ensemble pour avoir envie de bâtir un avenir ensemble. Donc c'est un peu le cas ici. On a trois groupes de personnes hein, qui ont chacun des points communs et qui voilà, envisagent de construire un avenir ensemble. Le problème, hein, malheureusement, c'est souvent le cas avec les hommes, c'est quand on est plusieurs sur un même espace, on considère qu'il y en a qui sont en trop. Alors, ces trois civilisations, on a la chrétienté latine, l'Empire byzantin et le monde musulman. Alors, le monde musulman, je pense que tout le monde voit un peu ce que ça incarne, ce que ça représente. Quand on parle de chrétienté latine et d'empire byzantin, en fait, ce qu'on veut dire ici, c'est que la différence, elle est plus difficile à mettre en place entre ces deux civilisations, puisque elles sont toutes les deux d'origine chrétienne. Alors cette chrétienté latine va devenir en quelque sorte, si ça peut vous simplifier les choses dans votre tête, c'est ce qui va devenir le catholicisme, hein, la religion catholique. Tandis que les Byzantins, qui sont aussi plutôt d'origine chrétienne au départ, se séparent petit à petit des latins et deviennent en fait la religion orthodoxe. Donc, cet empire romain qui se coupe au départ en deux,
hein, avec le schisme de 1054, oula, ça s'énerve, de 1054, qui va couper l'Empire un peu en deux, hein, avec l'Empire romain d'Orient et l'Empire romain d'Occident. L'Empire romain d'Occident va devenir donc la civilisation chrétienne latine, donc qui est inspirée des restes, en quelque sorte, de la civilisation romaine, tandis que l'Empire romain d'Orient va plus, davantage couper les ponts avec son origine romaine et va créer une nouvelle religion qui sera la religion orthodoxe. Orthodoxe, hein, si on veut expliquer un peu ce que c'est, bon, on va voir qu'il y a beaucoup de points communs, hein, entre les deux religions. C'est la hiérarchie des personnages sacrés qui est peut-être pas la même, mais si, puisque je m'adresse à vous en tant que grand scientifique que vous êtes, hein, orthodoxie, ortho, vous avez sûrement déjà entendu ce préfixe, un repère orthonormé, par exemple, hein, ben c'est en fait ce qui est droit, et en l'occurrence ce qui est donc vrai. Donc, et la doxie, bah, c'est la doctrine, hein, donc c'est une théorie, hein, une théorie qui est considérée comme vraie et indiscutable. Donc l'orthodoxie, c'est la vraie doctrine, donc la vraie religion. Donc chacun ici est convaincu qu'il a la bonne religion. Les chrétiens qui croient avant tout en Jésus sont convaincus que c'est la vraie religion. Les Byzantins qui croient davantage en la mère de Jésus, donc Marie, sont convaincus qu'ils ont la vraie religion. Et puis les musulmans qui, eux, croient en Mahomet, hein, qui est un prophète, un des prophètes de Dieu, hein, donc qui a aussi finalement une base un peu de toutes les religions monothéistes, hein, même la religion juive, c'est Dieu qui est au point de départ, ben, eux ne croient pas en Jésus, qui considèrent que ce n'est pas le prophète essentiel. Le prophète, pour eux qui compte, c'est Mahomet, qui a vécu 600 ans plus tard que Jésus. Donc voilà un petit peu nos trois civilisations qui sont toutes les trois installées autour de la Méditerranée. Et donc ben, la mer Méditerranée est un petit peu ce lieu d'espace, de contact entre ces trois civilisations. Donc vous les avez ici sur la carte, que je vous ai mis dans le poli que je vous ai distribué aussi, version plus grande pour que vous puissiez mieux voir la carte. Donc en espèce de rose, vous avez ici bah donc notre civilisation chrétienne latine. Donc vous voyez, hein, toute l'Europe occidentale, l'Italie, l'Espagne du Nord, une partie de l'Europe centrale. Vous avez ici en orange la civilisation orthodoxe, hein, qui se trouve, voyez, plutôt du côté est de la Méditerranée, mais qui a en fait un peu une espèce de position de carrefour, hein, entre le nord et le sud, l'est et l'ouest, mais qui est un peu pris en tenaille, hein, vous voyez, aussi entre la civilisation chrétienne et latine, et puis le monde musulman, qui est plutôt à l'est et sur les berges sud de la Méditerranée, et qui prend aussi en compte la partie sud de l'Espagne. Vous avez une zone ici de grande tension aussi, ce qu'on appelle les États latins d'Orient. On en parlera dans ce chapitre. Donc vous avez trois civilisations, une plutôt au nord, la civilisation chrétienne latine, une plutôt à l'est et au sud, la civilisation musulmane, et puis entre les deux, ici en position de carrefour, la civilisation orthodoxe, avec, vous le voyez ici, deux points chauds particulièrement, l'Espagne, hein, qui va être un théâtre d'affrontement entre les chrétiens latins et les musulmans, et puis ici, nos États latins d'Orient décidément, qui voilà, sont complètement entourés des États de la civilisation musulmane. Ça, c'est le début de notre chapitre. Ça, c'est la fin de notre chapitre. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Comment la situation a évolué? Ben, on voit que la civilisation orthodoxe, elle a considérablement diminué. Elle a perdu beaucoup de territoire. Et on verra que c'est un peu à cause des musulmans, mais c'est aussi un peu à cause des chrétiens latins. Donc, d'où vous avez laissé sous-entendre la prise en tenaille. Hein. Ben, c'était pas bon pour eux.
On voit que la civilisation latine a perdu ses États latins contre les musulmans, dans des affrontements qu'on appelle les croisades. Par contre, a quasiment repris l'intégralité de l'Espagne. Quant à la civilisation musulmane, bah, grosso modo, entre ce qu'elle a perdu là et ce qu'elle a gagné là, elle a l'air plus ou moins stable, mais on voit ici que bah, là, il y a un petit trou. En fait, c'est une civilisation qui est en fait très morcelée. Il y a beaucoup de chefs musulmans qui n'interprètent pas la religion de la même manière, et donc certains se séparent. Donc on a ici une civilisation qui se maintient mais qui est très divisée, une civilisation ici qui est clairement menacée, et une autre ici qui est plutôt en expansion. Voilà un petit peu la situation. Alors on va voir un peu comment tout ça, ça se passe. Alors, si je continue mon introduction, on peut dire que donc la période concernée porte sur le Moyen Âge central, c'est-à-dire donc le XIIe et XIIIe siècle, c'est cette période-là qu'on va étudier, où l'Occident chrétien et le monde musulman sont en expansion, d'où des contacts intenses, et on verra que ces contacts, ils peuvent être totalement différents. Ces contacts entre les trois civilisations sont extrêmement variés, ils peuvent aller de simples échanges, transfert de biens et de services, hein, vous savez ce que c'est qu'un échange économique, donc de simples échanges commerciaux et culturels, je vous en donnerai des exemples, mais ça peut aller jusqu'à des conflits et amener donc de véritables guerres. C'est le cas par exemple des croisades, et dans la période qui nous concerne, on a la deuxième croisade qui va être prêchée par un moine qui s'appelle Bernard de Clairvaux en 1145. Alors, si vous m'écoutez attentivement, j'espère qu'il y en a quelques-uns quand même, vous allez me dire, j'ai dit un moine, donc on va dire un moine qui appelle les gens à faire la guerre, c'est un peu bizarre quand même. En théorie, les moines sont reclus dans des monastères et passent leur temps à prier, à cultiver un jardin, voire éventuellement de temps en temps à faire de la bière ou de l'alcool. Mais voilà, c'est pas des gens belliqueux, c'est des gens qui vivent de manière très spirituelle. Ben, on va voir que certains, à ce moment-là, essayent deviennent des conseillers des rois, et bah, leur objectif pour eux, c'est d'essayer de faire en sorte que la religion chrétienne latine devienne la plus importante dans cet espace méditerranéen. Donc, vont parfois inciter des rois à faire la guerre. Donc, on verra comment ils arrivent à justifier cette motivation. Donc, la problématique de notre chapitre, hein, c'est comment se fait-il que les trois civilisations présentes en Méditerranée au XIe et au XIIIe siècle entretiennent-elles des relations aussi paradoxales que, à certains endroits, on fait du business ensemble et on s'entend plutôt bien, mais à d'autres endroits, en même temps, on se fout sur la figure. Donc c'est ça qui est un petit peu original dans ce chapitre. Alors, ici, si vous voulez vous amuser, il y a un petit test qu'on corrigera un peu plus tard. Par contre, j'ai fait une énorme bourde. Il y a un truc qui n'est pas clair, c'est que j'ai dit exactement l'inverse. Alors en fait, hein, on va voir si vous êtes attentif à ce que je vous dis, si vous écoutez mes vidéos. Mais en même temps, je ne l'ai même pas fait exprès. C'est exactement l'inverse, hein. Donc à chaque fois, vous avez 4 propositions. Sur ces 4 propositions, en fait, contrairement à ce qui est marqué ici, ce n'est pas 3 qui sont justes et une seule qui est fausse, c'est exactement l'inverse, c'est 3 qui sont fausses et une seule qui est juste. Donc trouvez à chaque fois dans ces 4 propositions celle qui vous paraît être la bonne. Donc il y en a des très simples, il y en a des un peu plus compliqués. Donc je vous laisse y réfléchir et puis on verra ça en fin de semaine pour le corriger. Donc encore une fois, il faut trouver la bonne affirmation, sachant qu'il y en a 3 autres qui sont fausses, et pas donc ce qui est indiqué ici. Alors, très rapidement, parce que ça va être à vous de jouer maintenant, comme je vous l'ai expliqué en cours, on va présenter les caractéristiques des 3 civilisations. Donc je vous ai donné dans les pages de documents ces 2 cartes dont je vous ai déjà un petit peu présenté les enjeux. Et puis ces documents-là, hein, qui illustrent un petit peu nos 3 civilisations et les relations que ces 3 civilisations peuvent entretenir. Avec ça, vous devez avoir à peu près l'essentiel, mais rien ne vous empêche d'aller chercher dans votre livre, si vous l'avez, d'autres éléments qui vous permettront donc de compléter ce tableau. Donc, on va créer en fait la première partie, elle va se résumer à ce tableau, hein,
plutôt que de faire un long blabla. Bon, voilà, on a la première sous-partie, la deuxième sous-partie, la troisième sous-partie. Hein, je rappelle que le titre, c'est donc les 3 civilisations présentes sur les rives de la Méditerranée. Eh bien, on les présente, hein, donc la chrétienté latine, le monde musulman, l'empire byzantin, avec donc à chaque fois des thématiques. Quelles sont leurs localisations, comment leur territoire évolue, je pense que je vous ai déjà donné des éléments, est-ce qu'il y a une unité politique, quelles sont là où les capitales, quelles sont la nature et les régimes ou des régimes politiques, quelle est la religion majoritaire, quelle est la langue écrite. Voilà, vous essayez de réfléchir à ça. Alors peut-être que vous n'arriverez pas à répondre à tout, mais avec un crayon de bois, vous essayez de compléter ce que vous savez. Et puis on corrigera ça ensemble en fin de semaine. Et donc on arrive directement à la deuxième partie, mais je vais être assez bref là-dessus parce que vous allez comprendre pourquoi. Donc, on va voir ces 3 civilisations qui sont donc assez rapidement en conflit. Et comme je vous l'avais sous-entendu sur la carte, on a 2 endroits essentiellement où il y a des conflits. Il y a des conflits en Espagne et puis il y a des conflits du côté des rives est de la Méditerranée où il va y avoir des croisades. Alors, les conflits dans la péninsule ibérique, alors c'est un mot barbare ici, hein, ibérique pour Espagne, péninsule, vous avez peut-être dû faire ça en géographie au collège, hein. Une péninsule, mesdemoiselles et messieurs, c'est une grande avancée de terre sur la mer. Donc quand on parle de la péninsule ibérique, on parle de l'Espagne, voire des fois de l'Espagne et du Portugal. C'est ce grand morceau de terre qui avance dans la Méditerranée. Inversement, comment on appelle une toute petite avancée de terre dans la mer? Bon, si personne ne me répond, on appelle ça un isthme. I-S-T-H-M-E. Donc, petite avancée de terre dans la mer, isthme, grande avancée de terre dans la mer, péninsule. Alors, vous la voilà ici, hein, cette péninsule ibérique. Donc, on voit très bien ici, hein, au début de notre période, qu'il y a donc des royaumes chrétiens qui sont ici, hein, couronne d'Aragon, royaume de Navarre, royaume de Castille, royaume de Léon, et royaume du Portugal. Et puis ici, vous avez un califat, donc dirigé par un calife. Donc ça, c'est des civilisations. Pour bien vous montrer que la civilisation musulmane est morcelée. Vous avez différentes peuplades qui n'ont pas forcément les mêmes visions de la religion. Donc là, vous avez les Almoravides, vous avez les Almohades. Laissez tomber, hein, c'est trop compliqué, on ne va pas s'embêter avec ça. Donc, on a la partie nord qui est aux mains des chrétiens, la partie sud qui est aux mains des musulmans. Quand on regarde la fin de notre période, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez que les chrétiens, ils ont attaqué les musulmans et ils ont gagné quasiment l'intégralité de l'Espagne et à la fin, un peu plus tard que notre période, ils s'empareront aussi de cette zone-là. Donc ils auront repris toute l'Espagne. Alors, on appelle ça d'ailleurs, donc l'objectif, hein, c'est de reconquérir, pour ceux qui font espagnol, vous devez le savoir, je pense, c'est de reconquérir l'Espagne et la redonner aux chrétiens, hein, puisque les musulmans s'étaient emparés de l'Espagne, étaient même rentrés en France, hein. Ils ont été arrêtés à Poitiers, ils sont montés jusqu'à Poitiers, hein. Ils ont été arrêtés par un roi qui s'appelle Charles Martel, je vais y arriver, au 8e siècle. Donc on a repoussé les musulmans jusqu'à la moitié de l'Espagne, mais ça s'était arrêté là. Là, on décide, à cette époque-là, de mettre définitivement en dehors du territoire les musulmans. Donc c'est la Reconquista. Et avec une bataille majeure, qui est la bataille de Las Navas de Tolosa. Donc on fait venir des chrétiens de toute l'Europe, hein, des Allemands, des Français, des Espagnols, des Portugais, qui se battent ensemble contre voilà, l'ennemi musulman. Et cette grande bataille de Las Navas de Tolosa en 1212 va plus ou moins sceller la défaite des musulmans qui vont être obligés de partir. Alors, pour vous montrer un petit peu le côté revanchard, hein, des chrétiens, je vais vous montrer quelques images après. Donc, si on résume ici, hein, à la fin du XIe siècle, les royaumes chrétiens ibériques, hein, donc espagnols,
donc l'Aragon, Navarre, Castille, Léon, Portugal, c'est sur la carte, hein, lance ce qu'on appelle la Reconquista. Donc ça, c'est un mot qu'il faut savoir, hein. La Reconquista, c'est important. Donc c'est la reconquête des territoires musulmans en Espagne. Et donc, ça commence en 1085 par la prise de Tolède, hein, vous regarderez sur la carte où ça se trouve, qui voilà, lance un petit peu cette reconquête et qui s'achève donc au début du XIIIe siècle avec cette bataille de Las Navas de Tolosa qui permet aux chrétiens de conquérir quasiment l'intégralité de l'Espagne. Hein, il faudra attendre 1492, hein, c'est une date qui doit vous dire quelque chose, ça. C'est une rupture dans notre ligne du temps, souvenez-vous, hein, c'est une date qui est importante et qui fait passer l'humanité du Moyen Âge au temps moderne. Vous voyez, il n'y a pas que la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, hein, il y a aussi en fait l'émirat de Cordoue qui tombe et qui fait que l'Espagne redevient totalement chrétienne. Alors, pour vous montrer un peu cet état d'esprit revanchard, voilà, à Cordoue, qui était aux mains des musulmans, les musulmans, leur bâtiment religieux, c'est la mosquée. Donc vous avez une des plus belles mosquées, une des plus grandes et une des plus belles mosquées au monde, hein, qui est à Cordoue. Donc vous voyez, voilà l'art musulman. Donc voilà, c'est une façon de voir les choses, hein, qui n'est pas similaire à la nôtre, mais qui est tout à fait respectable aussi. Donc vous voyez, c'est un bâtiment assez vaste, hein, il est très très grand, avec, vous voyez, une décoration très sobre, hein, le carrelage, il n'y a rien de particulier, mince. Et voilà, les colonnes sont les mêmes. C'est en fait considéré comme étant un lieu de prière. Et donc, on ne doit pas être détourné par des décorations, des peintures, des statues. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a aucune représentation de Dieu ou de Mahomet ou même de tableaux avec des animaux, etc. Il n'y a rien. C'est totalement sobre. L'objectif étant de voilà, d'être le plus concentré possible à la prière. Et puis les chrétiens ont repris Cordoue, hein. Donc ils ont réfléchi à un moment donné, est-ce qu'on détruit la mosquée ou est-ce qu'on la laisse? Et puis en fait ils sont partis sur une autre option, ils ont dit finalement on va montrer que nous, nos bâtiments religieux, ils sont bien mieux que les musulmans. Et donc vous voyez, là on a la mosquée, puis petit à petit, on approche du centre et on voit que ça se transforme, ces plafonds qui sont tout blancs, tout simples. Là, on commence à avoir ici de l'architecture qui nous est plus familière, hein, qui est en fait de l'art chrétien. Vous voyez ici que entre les arcades où ici c'est le vide, là on a commencé à mettre des sculptures, de la décoration, et vous voyez ici vous apercevez une peinture, hein, et donc en fait, vous voyez, on passe petit à petit de cette mosquée, vraiment la mosquée pure ici, à un endroit de transition pour entrer finalement, alors qu'on est toujours dans la mosquée, entrer dans un bâtiment religieux chrétien. Et voilà dans quoi on rentre. Donc vous voyez, on voit encore ici les arcades, hein. Donc il n'y a pas de mur, rien. Vous pouvez donc passer de la mosquée à la cathédrale. Et là, vous voyez que c'est la démesure, hein. On fait des choses beaucoup plus grandes, énormément décorées. Il y en a partout. Donc, vous voyez, hein, si on reprend ici où on cherche la sobriété pour essayer d'être le plus concentré possible à la prière, là, il y a de quoi regarder et penser à autre chose plutôt que prier, hein. Donc, c'est la cathédrale qui a été construite en plein milieu de la mosquée, histoire de montrer que voilà, la religion chrétienne a été beaucoup plus glorieuse, beaucoup plus puissante que la religion musulmane. Vous voyez ici hein, ce que ça donne en vue aérienne. Donc là, en fait, ici, c'est la mosquée, hein, avec donc ici le minaret. Hein, vous avez ici le muezzin qui appelle à la prière. Hein, ce qu'on entend régulièrement dans les pays musulmans si vous avez déjà eu l'occasion d'y aller. Donc plusieurs fois par jour, hein, vous avez quelqu'un ici qui appelle à la prière. Vous avez ici l'orangerie généralement, c'est un jardin où on peut se promener aussi en méditant un petit peu sur euh, voilà, sur le Coran par exemple. Et puis ici, en fait, ça c'est la mosquée, ce qu'on voyait, les colonnes, la blanche et rouge, hein, c'est tout ça. Et puis quand les musulmans, les chrétiens ont repris Cordoue, ils ont construit sur les fondations de la mosquée cette cathédrale, hein, donc, que l'on voit ici. Donc ça donne quelque chose d'absolument étonnant. Si vous avez l'occasion d'aller dans le sud de l'Espagne,
je vous encourage à aller voir ça, c'est vraiment surprenant. Et donc, on a vu qu'il y avait deux zones de conflit, hein, l'Espagne, si je reviens ici, hein, même plus haut, tant qu'à faire, ici. Donc on a vu cette zone de conflit-là, et puis il y a cette zone de conflit-là, sur laquelle je vais vous laisser. Je vais vous laisser en vous demandant d'aller réaliser le point de passage qui se trouve dans votre livre, page 72. Alors, si vous ne l'avez pas, votre livre, c'est pas grave. Vous ne pouvez pas utiliser ça comme excuse pour dire je ne peux pas faire le travail, puisque je vais vous le mettre en document, en pièce jointe, dans École Directe, quand je vais vous écrire tout à l'heure pour vous donner vos indications de travail. Donc, vous avez ce point de passage à étudier avec bah non, je pensais l'avoir mis, mais c'est pas grave. Je vais vous donner un lien aussi pour une vidéo à regarder à ce moment-là, ici, au point de passage, avant de répondre aux questions. Vous allez avoir une petite vidéo qui va vous expliquer un petit peu la croisade. Alors, je vous invite vraiment à la regarder parce que c'est vraiment rigolo. Je trouve que c'est vraiment bien fait, c'est rigolo. C'est fait vraiment sur le ton de l'humour, donc avec un humour bien meilleur que le mien, mais qui en même temps dit des choses tout à fait vraies, hein. Donc regardez, et puis après vous essayez de répondre aux différentes questions qui se trouvent donc soit dans votre bouquin page 72, enfin page 72, 73 et 74 je crois, ou alors si vous n'avez pas votre bouquin, vous prenez la pièce jointe que je vais vous mettre sur École Directe tout à l'heure. Voilà, donc en résumé, vous complétez l'intro, vous complétez là les quelques petits paragraphes du début du grand 2, et puis votre travail à faire, c'est, si vous le souhaitez, ça c'est pas impératif, répondre aux petites questions. Donc souvenez-vous, trois affirmations fausses, une bonne. C'est compléter le tableau qui présente les trois civilisations. Et puis, c'est de travailler sur cette étude de cas, là, sur Bernard de Clairvaux, qui va vous donner, voilà, qui va vous expliquer un petit peu les motivations de la croisade, comment ça s'est passé, comment ça s'est fini. Voilà. Et puis, donc, je vous enverrai dans la semaine un rendez-vous pour qu'on puisse faire le point en fin de semaine et que qu'on puisse corriger tout ça ensemble. Voilà, je vous souhaite un bon début de semaine et puis on se retrouve dans quelques jours. À bientôt!